Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. La tontine en ligne, une pratique de plus en plus répandue au sein de la population. Cette version modernisée de la tontine contribue à la hausse du pouvoir d'achat du citoyen, mais elle n'est pas sans conséquences. Les épreuves écrites des différents examens pour le compte de l'année 2022 ont pris fin sur toute l'étendue du territoire national. Place maintenant la correction des copies, la suite du processus à suivre dans ce journal. Et puis le monde entier accorde une attention particulière aux jeunes pousses qui participent à la croissance économique depuis quelques années. Les startups s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement est-il propice? On en parle. Elles sont de plus en plus courantes sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une nouvelle forme de tontine qui permet d'épargner auprès d'une tierce personne via les réseaux sociaux sans toutefois la connaître. Mais c'est une pratique qui n'en reste pas moins risquée. Que faut-il savoir sur ces tontines virtuelles? La réponse dans ce reportage réalisé par Christelle Hueto. La tontine est un système d'épargne qui existe depuis des décennies en Afrique. Mais désormais, elle se modernise grâce au numérique. Pas besoin de se déplacer. La tontine en ligne se fait de façon rotative et exclusivement par le biais des réseaux sociaux. J'ai eu à faire l'expérience une fois et j'ai donné des tontines en ligne et la personne m'a dit que j'aurais des colis en retour que j'ai eu. Faire sortir mon argent de ma poche et envoyer à quelqu'un que je ne maîtrise pas bien, que je ne connais pas, et lui envoyer soit disant que je suis en train de faire une tontine. C'est pas ma chose. Moi, oui, j'ai trouvé de bénéfices dedans. Pour moi, c'est fiable. C'est quelque chose de confiance. Vous confiez votre argent à quelqu'un bien, à une entreprise, disons en ligne, que vous ne connaissez pas. Alors c'est un gros risque que vous prenez, quoi. Tontine pour achat, entre autres, de sacs, de chaussures, de paille et des ustensiles de cuisine. De plus en plus, des groupes WhatsApp et Facebook se créent dans le but de réaliser des tontines. Ils sont devenus très tendance et chacun y trouve son compte. Désormais, nous n'avons plus besoin d'avoir un tontinier avec caisse ou bien sac en main qui se promène et qui va donc susciter l'attention des voleurs. On n'aura plus ça. Donc avec le numérique, les fonds paraissent plus sécurisés. Ça se passe dans une certaine discrétion donnée. Nous pouvons être au Bénin et participer à une tontine aux États-Unis, dans un autre pays. Cela montre donc que cette tontine en ligne permet de briser les frontières. Et contrairement à la tontine classique, celle en ligne ne nécessite pas la présence des membres. Certains le font entre amis, d'autres ne se connaissent pas, ce qui pourrait constituer un risque. Nous supposons un instant que l'un des membres ou des adhérents de cette tontine n'arrive pas à payer à temps. Quels seraient les recours contre ce dernier s'il est dans un pays loin? Le code sur le numérique par rapport aux opérations financières demande à ce que ceux qui les pratiquent puissent faire des déclarations à hauteur du montant de transactions financières. Mais la vraie question est de savoir ceux qui initient cette tontine-là, est-ce que réellement ils arrivent à faire ces formalités? Ce n'est pas évident. Et s'ils ne le font pas, et lorsqu'il y aura des difficultés, à qui faire recours? Face à cette nouvelle pratique où la confiance ne peut être garantie, les spécialistes recommandent de faire recours aux institutions financières compétentes pour sécuriser son argent. Il n'y a pas d'épargne sans risque. Toutefois, les institutions financières qui quand même ont une certaine couverture institutionnelle reconnue paraissent plus conseillées pour faire les épargnes. Les amoureux des tontines, responsables comme membres, doivent être vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Et nous restons dans le domaine du numérique pour parler des startups qui sont des entreprises innovantes qui proposent un nouveau produit sur le marché dans le but de régler un problème. Il faut donc promouvoir l'innovation et la créativité d'enfants montrent les jeunes pousses dans l'écosystème du numérique. Comment vivent ces jeunes entreprises dans l'environnement béninois? La réponse dans ce reportage. Depuis bientôt 1 an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up, une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce.
La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues. À ce jour, sa start-up est présente dans 8 pays africains, mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui des 7 autres pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué, mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Beaucoup de choses à parfaire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire. On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1806 fois dans une année, mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fond de base quand on est un jeune qui vient de commencer et tout. Mais l'idée que nous on a eue, c'est de pouvoir donner des services à des structures. Et avec ces sous-là, en réalité, on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe, mais qui n'est pas évidente pour toute jeune pousse. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle écosystème de start-up réellement, on n'a pas encore ça. En fait, et c'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up, on ne voit réellement pas ça. Parce que quand on parle d'écosystème en réalité, on a les Fab Labs, on a les universités, les incubateurs et tout. C'est quand toutes ces choses-là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus loin. Certes, le gouvernement fait un effort, mais une start-up, de par sa définition déjà, c'est une entreprise, une jeune pousse. Et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change, ces 2 start-up font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves. Qui pour devenir une grande structure de conception électronique, qui pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. On change de registre pour parler éducation. Les épreuves écrites des différents examens pour le compte de l'année 2022 ont pris fin. Le baccalauréat a bouclé la boucle la semaine dernière. Place maintenant à la correction des copies pour une rapide délibération et proclamation des résultats. Comment cela se passe-t-il? Aristide Akbo, surveillant responsable du baccalauréat, nous en parle au micro de Elvis Tchiakbe, Christelle Hueto et Paulette Erako. À l'étape actuelle déjà, nous sommes en train de faire l'anonymat et nous allons faire la coupure des en-têtes, ensuite faire les lots pour les correcteurs, faire les échanges de copies entre centres de composition, un centre de correction et de délibération, et il y en a 10 au Bénin, et procéder aux corrections, renvoyer les copies dans chaque centre, procéder à la première délibération. Avant la correction dans la salle, les correcteurs échangent sur le corriger-type, valident le corriger-type et procèdent, n'est-ce pas, à la correction des copies. Il y a une commission qui propose le corriger-type dans chacun des domaines. La copie est toujours corrigée par au moins 2 enseignants, c'est-à-dire un correcteur et un contrôleur. Et ça se corrige toujours sous anonymat. Les en-têtes sont coupées avant que les copies n'aillent en salle de correction. Donc les copies en salle de correction ont seulement les numéros d'anonymat. Le taux de succès de l'année dernière, nous sommes allés à 64%, c'est très bien, mais ça voudrait dire quand même qu'il y a beaucoup qui sont reçus, qui sont déjà à l'université. Donc les classes sont relativement vides. Du coup, le nombre de candidats
pourrait avoir chuté à cause de cette raison. Il y a aussi le fait qu'on ne peut plus passer le bac étant par exemple en seconde ou en première. Il faut rigoureusement être en terminale. Ensuite, les cas de fraude sont limités, sont très limités. C'est difficile de frauder aujourd'hui puisque les photos sont sur les listes de démarrement. On ne peut plus aller composer à la place d'autres personnes. Le bac béninois a une grande qualité, celui qui l'obtient. Donc on ne se trompe pas quand on dit que tel est bachelier. Il a le bac quand il le mérite. Et on fait tout pour ça. Suivons à présent la nation en bref avec Nadège Omolade-Sané. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou-Alibori dispose désormais des unités de dialyse et de scanographie. Ces installations vont contribuer à améliorer la qualité des prestations de cet hôpital de référence dans le Septentrion. C'est le ministre de la Santé qui a procédé à l'inauguration. Les patients des départements du Borgou, de l'Alibori, de la Donga et des collines s'en réjouissent. Ils n'ont plus à se déplacer jusqu'à Cotonou pour leur prise en charge. En dehors de ces unités, les usagers de l'hôpital auront également accès aux services de radiologie et de cardiologie interventionnelle. La Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards de francs CFA, à Engie Energy Access pour soutenir le déploiement au Bénin de plus de 107 000 installations solaires à usage domestique de haute qualité. Ces équipements vont améliorer l'accès aux énergies propres pour plus de 643 000 personnes. Grâce à cet accord, des ménages, des entrepreneurs et les petits exploitants du Bénin pourront accéder à l'énergie pour leur téléphone portable, l'éclairage solaire, la réfrigération, la radio et la télévision. Cet accord va aussi permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits, de créer de nouveaux marchés pour les commerçants et d'améliorer la santé. L'équipe technique chargée de la formulation du compact régional entre le Bénin et les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation vient d'être installé. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, a précisé lors de l'installation que ce compact est principalement axé sur l'ouverture du réseau routier du Bénin vers les pays voisins. Il s'agira de relier le Bénin au Niger et accessoirement au Burkina Faso. Les infrastructures vont faciliter les échanges entre le port de Cotonou et celui de Niamey. Hors du Bénin au Soudan, un groupe de musique issu de la minorité ethnique des Béja Chech a donné une voix aux communautés orientales du pays longtemps marginalisées. Il propose un mélange de musique traditionnelle et d'instruments modernes avec notamment le tambour-guitare qui est la fusion de la guitare électrique et du tambourin. Suivez plutôt. L'histoire commence au début des années 90, lorsque Noureddine Jaber trouve un manche de guitare électrique dans une décharge de Port-Soudan. Alors âgé de 18 ans, il décide de s'en servir pour fabriquer son propre instrument, le tambour-guitare. L'idée de cet instrument est venue du riche héritage que nous avons. Je voulais que le tambourin et la guitare parlent en même temps, mais de manière différente. En 2006, Noureddine forme le groupe Dorpa avec 5 autres musiciens soudanais et se donne pour mission de faire rayonner la culture Béja. Cette tribu d'éleveurs nomades, basée dans l'est du Soudan aux abords de la mer Rouge, compte plus de 4 millions de membres, soit un dixième de la population du pays. Mais elle a longtemps été marginalisée, notamment sous la dictature d'Omar el-Béchir. Alliant mélodies traditionnelles aux sonorités modernes du jazz, du rock et du blues, le dernier album du groupe, Béja Power, cherche à promouvoir et préserver l'héritage culturel de cette ethnie oubliée.
Notre vision et notre objectif principal est de promouvoir la musique Beja afin qu'elle ne disparaisse pas au fil des ans. Après la chute d'Omar el-Béchir en 2019, les autorités de transition s'étaient engagées à tendre la main aux minorités non arabes du Soudan, et notamment les Beja, avant d'être renversées par un coup d'État en automne dernier. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.